Bah alors, tu tournes pas de nouvel épisode? Bah, j'ai un peu la flemme là, et puis j'attends le colis qu'un fan devait m'envoyer avec quelques mangas. On verra quand je l'aurai reçu déjà. Ah bah tiens, on en parle et ça sonne. C'est vraiment un scénario de merde, hein. Je sens qu'on parle de moi. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Bah alors, t'as pas ouvert ton colis? Bah si, je l'ai ouvert, mais le problème c'est qu'il y a le tome 9, le 10, le 12, le 13, le 14 et le tome 2. Mais il n'y a pas de premier tome, du coup je me retrouve comme un con. Tiens, y a une lettre au fond. Ah bon? Salut, je suis l'un de tes abonnés, et comme je suis sympa, j'ai décidé de t'envoyer quelques tomes d'une série que j'affectionne. Mais comme t'es également un authentique enfoiré, j'ai décidé de te fournir la fin de la série, mais pas son premier tome. Bisous. Tiens d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Allah Akbar? Mais de quoi tu parles? Bon ça y est, j'ai fini le premier tome, et c'est un manga qui parle de terroristes. Donc je vais essayer de garder malgré tout un ton léger. D'ailleurs, on va commencer par un petit montage pour se détendre. Nous sommes les tours jumelles, tombés sous le signe des jumeaux. À cause d'un acte criminel, on n'en verra pas de sitôt. Cette blague était extrêmement gênante. Je dois avouer que ça sonnait mieux dans ma tête. Alors, The World Is Mine est un seinen créé en 1997 par Hideki Arai, et il a été publié chez Casterman à partir de 2005, pour un total de 14 volumes. Il fait partie de la collection Saka, destinée à un public adulte, dont font également partie Wet Moon et Area 51, déjà traités dans des épisodes précédents. Et donc effectivement, comme je le disais juste avant, c'est un manga qui nous raconte l'histoire de deux terroristes. Bon en fait c'est plutôt des terroristes en herbe, puisque d'après ce qu'on en sait, ils n'ont pas encore commis d'attentat, même s'ils sont prêts à le faire. D'un côté, on a Toshi qui aimerait être fort, sauf qu'il se sent faible et manque énormément de confiance en lui à tous les niveaux, allant même jusqu'à se travestir pour se sentir mieux dans une peau de femme. Alors, les féministes, je vous arrête tout de suite, c'est le personnage qui trouve du réconfort dans le travestissement. Ça veut pas dire que les femmes sont réellement faibles. Tu crois que ça va leur suffire à ces suceuses de sang là? Ça filme. Oh. Et l'autre terroriste, c'est Mon-chan, qui est au contraire bien plus sûr de lui, motivé à aller jusqu'au bout, très violent et énigmatique dans ses rares paroles. Tout ce qu'on peut véritablement dire d'autre, c'est qu'il se sent spécial, comme un élu, et qu'il estime avoir le droit d'ôter la vie d'autrui. Et Toshi voit en lui une sorte de guide, un exemple, parce qu'il aimerait devenir pareil et se sentir bien plus fort. Quitte à tuer des innocents. C'est même un sentiment plus fort que de l'admiration en fait. C'est plutôt de l'amour. Pas tellement au sens d'homosexualité en fait, mais plutôt dans une optique qui dépasse l'enveloppe charnelle pour se concentrer sur quelque chose d'informel. En gros, Toshi aime Mon-chan, mais pas comme un homme peut aimer un autre homme. Disons qu'il l'aime plutôt en tant qu'être humain avant tout. Même s'il se rapproche plus du sombre fils de pute que de l'être humain, c'est vrai. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, et ça m'a vraiment sauté aux yeux lorsqu'une concurrente potentielle de Toshi s'est présentée à Mon-chan. Mais ça c'est vers la fin du tome que ça se passe, donc on va plutôt commencer par le début. Le tome s'ouvre donc sur les deux apprentis terroristes qui cherchent à atteindre la préfecture d'Akita. Enfin, pas vraiment en fait, mais j'y reviendrai après. Toshi conduit et Mon-chan se tape une fille. Désolé, mais la scène me permet pas vraiment de formuler ça autrement. Qu'il jette sur le bord de la route. Le soir même, il mange au restaurant parce que tu peux être terroriste et aimer les bonnes choses. Et ouais. Et ils y croisent Michael Jackson qui n'est en réalité pas mort puisqu'il est devenu sumo. C'est même pas une blague en fait, c'est carrément écrit dans le bouquin. Quoi qu'il en soit, le bonhomme est un peu trop prétentieux et surestimé au goût de Mon-chan, qui décide du coup de le remettre à sa place bien salement. Et je vais m'arrêter un instant là-dessus pour vous parler des sentiments contradictoires qui peuvent grandir en vous au fil de la lecture. Alors c'est certain, on apprend à détester ces deux personnages tout au long de leurs aventures. Et pourtant, une empathie dérangeante a commencé à naître en moi à leur égard. Parce qu'au détour de certaines pages, on croise des personnages tristement réalistes et détestables, notamment marqués par la prétention, comme ce Michael Jackson premier prix, par l'élitisme, avec un professeur sur lequel je reviendrai, ou encore par la stupidité, avec un flic débutant au comportement immature. Et c'est pour ça qu'on arrive presque à admettre, voire à comprendre, leur croisade contre l'humanité.
mais on est quand même que momentanément de leur côté parce que ça reste des enfoirés. Et vous allez le voir, surtout Monchan. Bref, les deux compères se barrent du resto et pendant les 3 jours suivants, ils se dirigent vers leur destination, même si d'abord, ils vont s'engueuler, se séparer, et puis très vite se retrouver dans des embrassades poignantes, je suppose. Tu crois que c'est comme ça que les terroristes expriment leurs sentiments? Ne les jugeons pas, ils font comme ils peuvent. Après tout, ils ont un cerveau à usage limité. Et puis dans la foulée, pour accentuer leur retrouvaille, on a le droit à un flashback assez vague sur leur rencontre, qui est surtout une nouvelle occasion de représenter Monchan comme un démon, lorsqu'il passe à travers les flammes. Ah et puis sinon, accessoirement, ils utilisent l'une de leurs bombes artisanales pour faire exploser une voiture de police et quelques flics dans la foulée, parce qu'ils leur barraient la route. Mais ça tient vraiment du détail, hein. Leurs empoignades viriles sont quand même beaucoup plus importantes. Puis ils se débarrassent de leur voiture. C'était ironique? C'était ironique. Puis ils se débarrassent de leur voiture et ils kidnappent une femme que Monchan viole pour se défouler. Je vous l'avais bien dit que c'était une ordure. Tandis que Toshi prend des photos de l'acte avec beaucoup de concentration. Oui, alors ça j'en ai pas parlé, mais c'est une manie du personnage de faire beaucoup de photos, très souvent. Je pense qu'il s'affranchit simplement de sa propre faiblesse, en immortalisant les moments de brutalité de Monchan. De cette manière, il se transpose à la place de son camarade, et il acquiert un peu de sa force destructrice par mimétisme. Ensuite, par un concours de circonstances, dont on ne va d'ailleurs rien avoir à carrer ici, ils sont logés chez Maria, une jeune fille avec qui Toshi avait déjà discuté via un chat en ligne, et qui tenait des propos aussi énigmatiques que peuvent l'être ceux de Monchan. D'ailleurs, grâce à son charme, il va réussir à la séduire malgré lui, puisqu'elle se montre très impressionnée par sa singularité et par ses rêves de grandeur. Toshi est très jaloux d'elle, et ça met en lumière ses sentiments probables pour Monchan. Et vous l'aurez compris, la concurrente de Toshi dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était elle. La boucle est bouclée. Le tome se conclut dans une autre préfecture japonaise, vraisemblablement dans une école maternelle, où on peut constater que des gosses ont maltraité un chat. Allô, les terroristes? Oui, ce serait pour louer vos services. C'est pour une école maternelle. Et où il y a surtout un gros nuage noir dans le ciel. Vous voulez savoir ce que ça signifie? Eh ben je sais pas. Ce vieux teasing forcé... Non, je sais vraiment pas. Soit c'est de la fumée d'explosion, soit c'est un orage qui symbolise le premier attentat des deux compères. Dans les deux cas, faudra lire la suite pour le savoir. Voilà, on en a fini du résumé. Enfin non. Enfin si mais non. Enfin pas vraiment en fait. Alors oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. En vrai, t'es une femme, hein, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Bah si, t'es une femme. T'as pas une voix très virile quand même, hein, donc c'était évident. Mais arrête de dire n'importe quoi. Tu sais, tu peux tout me dire, hein. Me ta gueule. En fait, le manga s'ouvre sur un père et son fils qui pêchent et discutent d'un sujet ô combien passionnant. Sa femme le trompe avec son patron, donc rien de bien intéressant. Lorsqu'ils sont interrompus par l'attaque ratée d'une créature inconnue. Ensuite, on suit les premiers jours de vadrouille des deux apprentis terroristes. Puis on revient en arrière dans le temps pour suivre le déroulement de ces mêmes jours, mais du côté du bestiau. Et le bestiau en question, il s'avère que c'est un ours gigantesque de plus de 8 mètres de haut. Je sais pas si vous êtes trop branché nature, donc je précise que c'est pas une taille normale pour un ours. Qui aurait nagé 20 km jusqu'à la côte, et qui s'est par la suite notamment attaqué à des vaches, à une grand-mère, pas grave, elle était vieille, et à sa petite fille, pas grave, elle était vieille, sans s'être fait repérer. Du coup, un chasseur est engagé pour retrouver sa trace, accompagné d'un jeune professeur bien sûr de lui, et... on n'en sait pas plus. En tout cas, on sent que la population est entre de bonnes mains, avec des avertissements pleins de bon sens. Le meilleur moyen de ne pas être attaqué par un ours est d'éviter d'en rencontrer un. Il y a du gros niveau, hein. Professeur, vous pouvez faire mieux? Eh bien oui, puisque j'ai découvert une méthode infaillible pour devenir immortel. En effet, d'après mes calculs, le meilleur moyen de vivre, c'est de ne pas mourir. Ainsi, en suivant ce conseil, vous pourrez vivre indéfiniment. Voilà. Enfin bon, vous l'aurez compris, ce manga entremêle deux chronologies, puisqu'on suit tour à tour les terroristes et l'ours sur une même période donnée. Et c'est évidemment pas par hasard, puisque c'est pour mettre en avant l'idée que deux monstres agissent en même temps au Japon. Cette créature probablement surnaturelle, et ces deux terroristes. Quoi qu'il en soit, dans un certain sens, ce manga me rappelle la vie. Parce qu'il pue la merde. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? Tu veux qu'on en parle? Non, mais c'est juste que j'en ai marre. À chaque fois qu'on me voit, mon corps est pas entier. Je sais même pas si j'ai vraiment des jambes ou des pieds. Et puis, dans l'épisode précédent, j'avais carrément pas de langue. Ah bah pour ça, faut contacter ton dessinateur. Allô, Flext? Non, je suis pas là. Mais comment tu connais mon dessinateur? On est censé se connaître depuis que j'ai répondu à ton annonce sur Le Bon Coin. En fait, ça me fait penser à la vie dans le sens où on ne comprend pas toujours l'intérêt de chaque scène.
Comme dans la vie, il y a quelques moments intenses qui deviendront des souvenirs. Et puis il y a le reste. Et tout le reste, c'est la monotonie et la routine. En gros, tout ce qui entoure les moments clés d'une vie. Donc on sent qu'il y a vraiment une volonté de l'auteur de pondre quelque chose de réaliste. Même si parfois il en fait un peu trop. Par exemple, les dialogues sont un peu bizarres par moments, ils donnent l'impression que tous les personnages viennent du bled. Donc plutôt que d'être réaliste et naturel, ça peut parfois en devenir caricatural. Après, ça peut venir de la traduction française, donc on peut laisser le bénéfice du doute à l'auteur. Et puis c'est pas non plus flagrant comme défaut, c'est loin d'être handicapant dans la lecture. Concernant l'aspect graphique, ça tend aussi vers quelque chose de réaliste, avec des personnages assez laids, et un trait qui conserve leurs caractéristiques asiatiques. En gros, ils ont les yeux bridés. Exactement. Mais c'est pas tout ce qu'on peut en dire, puisqu'avec le thème qu'aborde ce manga, le réalisme prend tout son sens et donne plus d'impact aux propos. D'ailleurs, les dessins prennent parfois une tournure chaotique, caractérisée par un trait épais et brutal. Déjà, c'est super classe, et en plus, ça met vraiment certains passages en valeur. Donc voilà, on peut dire que les graphismes conviennent parfaitement aux propos. Après, je dirais que c'est un peu à double tranchant, puisque ça et le découpage pas toujours évident peuvent par moments perdre le lecteur. Et c'est ainsi que Flex réalisa un caméo pour Urban Chicken, car il n'était pas foutu de faire une transition logique entre la partie précédente et la suivante. Ah, bonjour, je suis Billy, et je suis devenu dessinateur. Maintenant vous pouvez vous barrer de chez moi. Bon alors, que retenir de The World Is Mine? Ça s'annonce comme une bonne série, loin d'être classique, même si ça reste un manga à ne pas mettre entre toutes les mains. Et pourtant, je pense que c'est un mauvais premier tome. Alors attention, pour expliquer pourquoi ce premier volume est à la fois bon et mauvais, on va devoir revenir à l'origine même de First, à sa genèse et au but de l'émission. Et pour ça, on va retourner dans le passé. Bon, en fait, on va se passer de voyage dans le temps parce que ma machine est en réparation. First est une émission qui a pour objectif de parler du premier tome de manga, et je peux par exemple extrapoler en essayant de deviner ce qui m'attend pour la suite, ou mettre le doigt sur ce qui me semble être les premiers défauts et qualités de la série, possiblement récurrents sur le long terme. Bon, ça vous le savez tous, c'est un peu les aspects les plus évidents de cette chronique. Mais plus que ça, il est important de définir si c'est un bon premier tome. Et là, une question se pose. C'est quoi un bon premier tome? Et je crois qu'en fait, on peut même élargir la question à toutes les formes de récit. C'est quoi un bon début de fiction? Alors je dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que c'est une entrée en matière qui arrive à attiser la curiosité du spectateur ou du lecteur, et qui soulève déjà quelques questions sur son propre univers. Mais pas seulement, puisque c'est aussi un compromis entre une introduction de ses personnages et de ses enjeux, et une entrée dans l'action avec les premières péripéties. Et c'est précisément en ça que le premier tome de The World Is Mine est mauvais. Il nous pousse à nous poser plein de questions, et ça c'est plutôt cool, mais il est surtout vide de contenu. Finalement c'est rien de plus qu'un énorme prologue, et je trouve que c'est un peu léger pour un premier volume. D'ailleurs, ce tome est moins épais que les autres, et c'est probablement pas un hasard. Je pense plutôt que c'était pour s'arrêter pile à l'introduction sans rentrer véritablement dans l'action. Alors même si ce manga s'annonce foutrement intéressant, particulièrement dérangeant et vraiment passionnant, eh ben son premier tome est un premier tome raté. Donc théoriquement c'est le genre de lecture qui devrait me refroidir quant à la lecture de la suite. Mais c'est pas le cas. The World Is Mine, c'est une exception à cette règle, parce que le fond est tellement passionnant qu'on arrive à passer au-delà des erreurs de la forme. Et voilà, on en a fini avec ce manga. Bon, et maintenant que t'es un spécialiste du terrorisme, tu sais ce que ça veut dire à la Wakbar? Décidément, c'est une obsession chez toi ou quoi? Enfin bon, je crois qu'en arabe ça veut dire Dieu est le plus grand. Et pour les terroristes, je pense que ça pourrait se traduire par Dieu est un prétexte pour commettre des massacres inqualifiables et impardonnables, qui ne sont en aucun cas justifiés par quelque religion que ce soit, surtout lorsque cette religion est détournée pour répondre à la soif atroce de meurtre, de monstres inhumains. Mais je suis pas sûr, donc on pourrait demander au professeur Beurre-Salé. Professeur? Eh bien, c'est...